Roger Penrose. On le connaît un peu, on l'entend passer quand on parle de trou noir ou quand on évoque son prix Nobel, mais en vérité, son influence est bien plus vaste et plus profonde que ce qu'on imagine. C'est un de ces esprits qui n'ont pas seulement contribué à la science, mais qui l'ont transformée en lui donnant des directions inattendues. Si on retire Penrose de l'équation, une partie entière de la physique moderne se serait développée beaucoup plus lentement, ou alors d'une manière très différente. Des pans entiers de la relativité générale, de la cosmologie et même de notre manière de penser l'espace et le temps n'auraient pas existé sous cette forme. On peut dire sans exagérer que sans lui, certaines découvertes de Hawking, certains développements de la cosmologie contemporaine ou même certaines façons de comprendre la géométrie n'auraient tout simplement pas eu lieu. Et le plus fascinant, c'est que Penrose n'est pas seulement un scientifique au sens strict. Ce n'est pas juste un physicien théoricien enfermé dans ses équations, c'est avant tout un explorateur. Bon, évidemment pas dans le style d'Indiana Jones, mais plutôt un explorateur d'idées qui n'hésite pas à aller là où les autres trouvent que c'est trop spéculatif, trop étrange, trop risqué. Lui, au contraire, il s'y jette pour comprendre jusqu'où ces idées peuvent aller et ce qu'elles peuvent prédire. Et souvent, ce qui semblait être une intuition folle devient des décennies plus tard une avancée confirmée ou une idée centrale. Penrose a cette capacité rare de voir plus loin. Non pas parce qu'il aurait une sorte de boule de cristal, mais parce qu'il ose parler. Il ose poser des questions que tout le monde évite. Alors, bien sûr, quand on parle de lui, on pourrait se contenter de dire qu'il a travaillé sur les trous noirs et qu'il a partagé un prix Nobel pour ça. Mais ce serait un résumé beaucoup trop petit pour la taille réelle de son œuvre et du personnage. Ce qui rend Penrose vraiment unique, ce n'est pas seulement qu'il a prouvé, mais aussi la manière dont il a approché la science. C'est son style de pensée, sa façon de travailler, son mélange d'audace et de rigueur. Et c'est ça qui rend son parcours aussi fascinant à raconter. On va parler de ses origines, de son enfance dans une famille de scientifiques où la curiosité était presque innée. On va explorer ses premières recherches et ce qu'il a réussi à prouver et à justifier. Donc comme d'habitude, vous avez l'habitude avec les portraits que je fais sur cette chaîne, on va pas se contenter de répéter ce que tout le monde dit, mais on va plonger dans les zones moins connues de son histoire, les idées, les tentatives audacieuses, etc. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai sorti moins de vidéos ces derniers temps, mais maintenant on reprend un vrai rythme, j'espère que vous allez aimer. Et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer les portraits sur cette chaîne, donc je trouve ça trop bien. C'est vraiment, je pense, l'un des sujets que je préfère faire, parce que, je sais pas, ça rend hommage un peu aux personnalités de l'époque qui ont vraiment marqué l'histoire des sciences. Il y a par exemple Louis qui disait qu'il adorait ce format et la manière de le présenter, merci beaucoup, et qu'il avait hâte de voir les nouveaux portraits. Donc si vous avez même d'autres scientifiques dont je pourrais parler sur cette chaîne, eh bien dites-les moi en commentaire. Et juste avant qu'on commence, j'avais une petite question pour vous. En fait, il y a une personne là qui m'a dit, je prends mon téléphone parce que je vois les commentaires sur mon tel, qui vient de rejoindre la chaîne, du coup déjà merci beaucoup, et il a dit que mes explications étaient claires, même pour un novice comme lui. Et ça m'intéresse parce que j'ai envie de savoir si, quand je parle, vous me comprenez bien. Est-ce que c'est assez clair ou au contraire est-ce que c'est trop complexe à comprendre ou est-ce que c'est pas plus mal que ce soit un peu complexe? En gros ma question c'est, est-ce que je vulgarise bien? Voilà, dites-moi parce que ça va me permettre de m'améliorer pour les futures vidéos. Donc voilà. Et je reprends le même commentaire, en vrai j'en profite pour y répondre un petit peu. Du coup, j'aimerais savoir si ces fameuses étoiles à neutrons peuvent également mourir toutes seules sans collision extérieure au bout de plusieurs millions ou milliards d'années. Et oui, en fait, une étoile à neutrons peut, au bout d'un moment, se refroidir et devenir juste un objet froid et sombre au bout de plusieurs milliards d'années, bien plus que l'âge actuel de l'univers, qui a 13,9 milliards d'années. Donc voilà, si ça répond à ta question, c'est cool. Sur ce, si vous souhaitez m'accompagner plus que ça, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas, ou même à rejoindre la chaîne, ça vous permet de voir les vidéos en avant-première. Il y a le QR code ici que vous pouvez scanner à l'aide de votre téléphone, sinon il y a le lien en description ou alors en commentaire épinglé, donc vous avez juste à cliquer dessus et après c'est instinctif. Sinon, sachez aussi que mes vidéos sont également sur Spotify, sur mon podcast Mystère Étoile. Je les publie toujours là-bas, un jour avant leur sortie officielle sur YouTube. Donc pour ceux qui veulent un petit peu d'avant-première, un jour avant à chaque fois, et bah allez sur Spotify. Et pardon, je sais que vous aimez pas les intros trop longues, donc je vais me dépêcher, mais j'aimerais faire une FAQ, j'en ai jamais fait sur cette chaîne, donc si jamais vous souhaitez me poser des questions, eh bien dites-moi en commentaire, je prendrai les meilleures questions et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Et une dernière chose, pardon, vraiment après j'arrête, je vous jure, ceux qui sont professeurs, s'il y en a qui sont profs de physique, de SVT, de maths, de sport, peu importe, vraiment professeurs de tout, université, petites écoles, eh bien cliquez sur le lien en description, il y a un formulaire pour les profs, il y a le lien. Vous cliquez dessus et ça va peut-être nous amener à collaborer ensemble. Je peux pas dire pourquoi encore, mais si vous le faites, ça peut amener à de très belles choses pédagogiques. Donc allez-y, s'il vous plaît. Et partagez ça à vos collègues aussi, important. Sur ce, on est parti.
Maintenant, remontons le temps d'une centaine d'années. Roger Penrose naît en 1931 dans la petite ville de Colchester, au sud-est de l'Angleterre. On pourrait croire que c'est une naissance ordinaire, dans une époque marquée par les incertitudes entre les deux guerres. Mais en réalité, son environnement familial n'a rien de banal. Il naît dans une maison où la science et l'art se croisent naturellement, comme si les deux mondes coexistaient sans distinction. Ce n'est pas un hasard si très tôt, Penrose développe ce goût pour les énigmes, pour les formes, pour les questions qui demandent plus que des réponses toutes faites. C'est presque inscrit dans son héritage. Son père, Lionel Penrose, est une figure importante. Un médecin et un généticien reconnu qui consacrera une grande partie de sa carrière à comprendre l'hérédité et les maladies génétiques. Mais ce qui est frappant chez lui, c'est qu'il n'est pas seulement un scientifique, froid, enfermé dans ses laboratoires. Lionel a une curiosité immense, un regard toujours en éveil, et surtout, une manière de transmettre. Il aime discuter avec ses enfants, leur lancer des devinettes, les pousser à réfléchir par eux-mêmes, plutôt que de leur donner directement la réponse. Ce goût pour la logique, pour le raisonnement, Roger ne l'a pas trouvé dans un manuel. Il l'a respiré à la maison, au fil des conversations et des moments partagés. La mère de Roger, Margaret, apporte une autre dimension. Elle est à la fois tournée vers les arts et attentive à l'éducation de ses enfants. C'est cette combinaison rare entre la rigueur scientifique du père et la sensibilité artistique de la mère qui crée un climat particulier dans la maison. Ce n'est pas une famille où on range les sciences d'un côté et la créativité de l'autre. Au contraire, c'est un foyer où l'on comprend que penser, c'est aussi imaginer, et que chercher, c'est aussi inventer. C'est probablement ce mélange qui fera de Roger Penrose un scientifique pas comme les autres, capable de manier à la fois des équations très abstraites et des intuitions presque visuelles. Il ne faut pas oublier non plus la fratrie, parce que Roger grandit au milieu de frères qui, eux aussi, s'illustreront dans des domaines différents. L'aîné, Olivier Penrose, deviendra un physicien théoricien reconnu, spécialiste de la mécanique statistique. Son père, Jonathan, lui, brillera dans un domaine complètement différent, puisqu'il deviendra un maître des échecs, un grand joueur reconnu au niveau international. Cette diversité d'intérêts dans une même famille, c'est un véritable terrain de jeu intellectuel. Imaginez un instant ce que ça peut donner autour de la table familiale. D'un côté, on discute de stratégies complexes aux échecs, de l'autre, on s'amuse avec des casse-têtes mathématiques. Et tout ça dans une ambiance stimulante où chacun cherche à comprendre un peu plus loin que l'autre. Dans ce cadre, Roger n'est pas un enfant ordinaire. Très tôt, il développe un goût particulier pour les mathématiques. Ce n'est pas la mathématique des chiffres répétitifs ou des multiplications sans fin, mais celle des formes, des structures, des symétries. La géométrie le fascine, parce qu'elle permet de voir les idées. Là où certains enfants s'ennuient devant les figures tracées au tableau, lui y voit une harmonie, des symétries, de la beauté. Ce goût pour la géométrie ne le quittera jamais, au point de devenir un des fils rouges de toute sa carrière. Mais il faut replacer ça dans son époque. Les années 30 et 40 sont des années où le monde se débat dans des crises et dans l'entre-deux-guerres. Pourtant, dans cette famille Penrose, l'intellect et la curiosité gardent toute leur place. Roger, encore enfant, est exposé à une éducation qui ne se limite pas au manuel scolaire. Il est entouré de puzzles, de jeux de logique, d'énigmes que son père adore lui soumettre. On voit donc que Roger a grandi dans un environnement où il était constamment stimulé en mathématiques et en logique. Ce mélange entre une culture familiale ouverte, une fratrie stimulante et un environnement où la science et l'art se côtoient va créer une identité unique. Quand on regarde plus tard son parcours, on comprend que son génie n'est pas apparu d'un coup, mais qu'il a été nourri très tôt par cette atmosphère. Le fait d'avoir un père passionné de génétique et de logique, une mère sensible à l'art, des frères qui brillent chacun dans leur domaine, ça donne une enfance où l'intelligence n'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais presque la norme quotidienne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette enfance a façonné chez lui une certaine manière d'aborder la connaissance. Roger Penrose ne se contente pas d'apprendre, il veut comprendre en profondeur. Il ne veut pas seulement mémoriser une règle, il veut savoir pourquoi elle fonctionne, comment elle s'articule avec les autres, ce qu'elle révèle sur la nature des choses. Cette exigence intellectuelle, il l'a dès ses jeunes années. Et c'est là qu'on comprend mieux pourquoi plus tard, il sera capable de s'attaquer à des problèmes aussi abstraits que la structure de l'espace-temps ou la nature des singularités.
Sa découverte précoce des mathématiques et de la géométrie n'est donc pas un simple hasard. C'est presque une révélation personnelle. Là où d'autres enfants dessinent ou inventent des histoires, lui trace des figures, joue avec des formes, explore les symétries. On sent déjà, chez le jeune Penrose, cette capacité à penser par l'image, à raisonner non seulement avec des symboles, mais aussi avec une intuition visuelle très forte. Et ce sera un atout énorme pour ses futures découvertes, parce qu'il aura toujours cette manière particulière de voir ce que d'autres n'arrivent pas à représenter. Après cette enfance riche et stimulante, il arrive assez naturellement que Roger Penrose se distingue dès ses années d'études secondaires. À l'école, il ne se contente pas de suivre le programme. Il a ce regard particulier qui le pousse à aller plus loin que ce qui est demandé. Là où d'autres élèves apprennent mécaniquement les règles de mathématiques ou de physique, lui cherche à comprendre d'où elles viennent, et surtout comment elles s'articulent. C'est un trait qui le rend vite remarquable pour ses professeurs. Cette envie pour aller au fond des choses va le pousser à participer à différents concours scientifiques organisés par son école pour les jeunes. À l'époque, ces compétitions ne sont pas seulement une manière de briller, elles sont aussi un terrain d'expérimentation intellectuelle. Roger, lui, s'y sent parfaitement à l'aise, parce qu'elles permettent de sortir du cadre scolaire et de se confronter à des problèmes ouverts. Dans ces concours, on ne se contente pas de réciter une formule. Il faut raisonner, inventer, trouver des chemins détournés. Alors je tiens à préciser, ce ne sont pas des concours comme on voit dans les films où il faut construire des prototypes ou des maquettes révolutionnaires. C'est un peu comme les Olympiades de sciences qu'on a au lycée où il faut résoudre des problèmes ouverts. C'est exactement le type de défi qu'il adore. Ces résultats attirent l'attention parce qu'elles montrent non seulement de la rigueur, mais aussi une originalité dans la façon d'aborder les questions. Déjà, on retrouve ce mélange d'intuition et de logique qui deviendra sa marque de fabrique. Avec cette réputation de jeune esprit brillant, il se dirige assez naturellement vers l'université. Et pas n'importe laquelle. Il intègre Cambridge, l'une des institutions les plus prestigieuses au monde. Un lieu qui a vu passer Newton, Maxwell, Hawking et tant d'autres. Pour un jeune passionné de sciences, c'est une sorte de Graal. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir son choix d'orientation. Roger Penrose décide de se tourner vers les mathématiques pures. Beaucoup de jeunes attirés par la science penchent spontanément vers la physique, qui paraît plus concrète et directement liée au monde réel. Lui choisit la voie la plus abstraite, la plus conceptuelle. Pourquoi ce choix ? Probablement que dès le départ, il est séduit par la logique interne des mathématiques. Pour lui, ce n'est pas une discipline enfermée dans des symboles. C'est un langage universel qui permet de révéler des vérités cachées. La physique, bien qu'elle soit passionnante, lui semble alors trop attachée à l'expérience, trop dépendante des observations. Les mathématiques, elles, lui offrent une liberté totale. Il peut explorer des espaces imaginaires, manipuler des formes qui ne dépendent pas de la cohérence interne des règles. Mais faut pas croire qu'il se ferme pour autant au reste des sciences. Au fil de son parcours à Cambridge, il découvre que les mathématiques pures trouvent une forme nouvelle lorsqu'elles se mettent au service de la physique. C'est là qu'on voit apparaître son orientation progressive vers la physique théorique. En réalité, ce passage ne se fait pas du jour au lendemain. Au départ, il est attiré par des domaines très abstraits comme la géométrie projective ou algèbre. Mais peu à peu, il comprend que ces outils qu'il manipule ont des applications incroyables dans les grandes questions de la physique moderne. On est alors dans les années 50, une période où la physique théorique est en pleine expansion. La mécanique quantique a bouleversé les certitudes. La relativité générale d'Einstein n'a pas encore livré tous ses secrets, et de grands mystères demeurent sur la structure de l'espace-temps. Pour un jeune mathématicien comme Penrose, c'est un champ d'exploration fascinant. Il réalise qu'il peut apporter quelque chose d'original. Utiliser les mathématiques pures qu'il maîtrise parfaitement pour améliorer nos compréhensions de l'espace-temps. Ce choix se confirme lorsqu'il choisit son sujet de thèse. Penrose décide de travailler sur un domaine où la frontière entre mathématiques et physique deviennent particulièrement fines. La géométrie appliquée aux fondements de la physique théorique. Il s'intéresse notamment à des outils qui permettront plus tard de comprendre la structure de l'espace-temps et les singularités liées au trou noir. Et ce n'est pas un hasard si c'est ce thème qu'il choisit. C'est une rencontre parfaite entre les mathématiques liées à la géométrie et son envie de répondre à des questions physiques fondamentales. Ce choix de thèse n'est pas anodin.
À cette époque, la relativité générale n'est pas encore au centre de toutes les attentions. Beaucoup de physiciens se consacrent surtout à la mécanique quantique et aux particules. Penrose, lui, veut se tourner vers un domaine qui est moins la mode, mais qu'il pressent riche en découvertes. Lui, il ne cherche pas à suivre la tendance. Il va là où il sent que les questions essentielles se trouvent, quitte à paraître marginal. On pourrait dire que sa formation académique se déroule comme un chemin en 3 étapes. D'abord, l'adolescent brillant qui s'illustre dans les concours et qui se forge une réputation de logique hors norme. Ensuite, l'étudiant qui plonge dans les mathématiques pures, fasciné par leur beauté et leur cohérence interne. Et enfin, le chercheur naissant qui voit que ces mathématiques ne doivent pas rester isolées, mais qu'elles peuvent éclairer les grands mystères de la physique théorique. Une fois son doctorat en poche, José Penrose ne se contente pas de reproduire ce que d'autres ont déjà fait. Il entre directement dans une phase où il va chercher sa propre voie. Et cette voie passe par la topologie et la géométrie. Alors évidemment, ces mots peuvent faire un peu peur au premier abord. Mais si on simplifie, on peut dire que la topologie, c'est l'étude de la forme des objets quand on les étire, les déforme, mais sans jamais les déchirer ni les coller. Par exemple, pour un topologue, une tasse à café et un donut, c'est la même chose, parce qu'il n'y a pas de trou dans les deux. La géométrie, elle, s'intéresse plutôt à la manière dont on mesure les distances, les angles, les courbures. Ce que fait Penrose, c'est qu'il prend ces outils très abstraits et les applique à quelque chose de gigantesque. L'espace-temps lui-même. L'idée est simple à énoncer, mais profonde à explorer. Si l'univers est une sorte de tissu, alors ce tissu peut se courber, se tordre, se plier. La question, c'est de savoir quelle forme il peut prendre et surtout, ce qui se passe quand il se déforme tellement qu'il y casse en un sens. C'est là qu'entrent en jeu les fameuses singularités. Une singularité, dans le langage de la relativité générale, c'est une région où les lois de la physique telles qu'on les connaît cessent de fonctionner. Par exemple, au centre d'un trou noir, les équations prédisent que la densité de matière devient infinie, que la courbure de l'espace-temps explose. On ne sait plus décrire ce qui se passe. Einstein lui-même, qui a pourtant créé la relativité générale, n'aimait pas trop ces singularités. Pour lui, c'était un signe que ces équations n'étaient pas encore définitives. Penrose, au contraire, prend le problème de front. Il veut comprendre ces zones interdites, voir si elles sont vraiment inévitables ou si elles viennent d'un mauvais usage des équations. Pour ça, il développe une approche originale. Il utilise des outils de la topologie et de la géométrie pour étudier non pas les détails compliqués des équations, mais la structure globale de l'espace-temps. C'est un peu comme si, au lieu de s'intéresser à chaque bosse et chaque pli d'un drap froissé, il essayait de comprendre la logique générale de la manière dont le tissu peut se déformer. En travaillant de cette manière, Penrose arrive à un résultat extraordinaire. Il montre que les singularités ne sont pas des bizarreries isolées, des exceptions dans un coin de l'univers. Au contraire, elles apparaissent de façon inévitable dès qu'une étoile massive s'effondre sous sa propre gravité. Autrement dit, les trous noirs, loin d'être des objets théoriques improbables, sont en réalité une conséquence directe et incontournable des équations d'Einstein. C'est un renversement complet de perspective. À l'époque, beaucoup de physiciens hésitaient encore à croire que les trous noirs pouvaient exister réellement. Les travaux de Penrose montrent que non seulement ils existent, mais qu'ils sont une prédiction solide de la relativité générale. Son style de travail est aussi à souligner. Penrose n'est pas un chercheur qui se contente de calculs interminables. Alors bien sûr, il maîtrise parfaitement la technique, mais ce qui le distingue, c'est sa capacité à raisonner de façon géométrique, presque visuelle. Il dessine, il invente des diagrammes qui permettent de simplifier les équations qu'on appelle diagrammes de Penrose. On parlera de ces diagrammes un peu plus tard, mais c'est comme Feynman avec ses fameux diagrammes aussi. Alors évidemment, un tel travail ne se fait pas dans l'isolement complet. Penrose entre rapidement en contact avec d'autres grands chercheurs de son temps. Parmi eux, on trouve des mathématiciens qui s'intéressent à la logique des formes et des structures, mais surtout des physiciens qui travaillent directement sur la relativité générale. C'est dans ce contexte qu'il commence à collaborer avec Stephen Hawking, qui est alors un jeune chercheur au début de sa carrière. Leur rencontre est décisive. Ensemble, ils développent les fameux théorèmes de singularité. Ces théorèmes montrent que non seulement les trous noirs contiennent des singularités,
mais que l'univers lui-même a probablement commencé par une singularité, ce qu'on appelle aujourd'hui le Big Bang. Mais Hawking n'est pas seul avec qui Penrose échange. Ses recherches le mettent aussi en dialogue avec des figures comme John Wheeler, qui est l'un des pionniers de l'étude des trous noirs, ou encore Dennis Yama, qui joue un rôle de mentor pour de nombreux jeunes chercheurs britanniques. Chacun apporte une perspective différente, et Penrose, grâce à son regard de mathématicien, enrichit ces discussions d'outils et de méthodes que les physiciens n'avaient pas forcément l'habitude d'utiliser. C'est de cette rencontre que deux cultures scientifiques, la rigueur abstraite des mathématiques et l'ancrage concret de la physique, connaissent certaines de ses plus grandes idées. La rencontre entre Roger Penrose et Stephen Hawking n'est pas juste une coïncidence. C'est le croisement de deux esprits brillants qui allaient transformer notre manière de comprendre l'univers. Penrose était déjà reconnu pour ses travaux sur les singularités et la géométrie de l'espace-temps, tandis que Hawking, jeune chercheur encore étudiant, commençait à s'intéresser à des équations similaires, mais appliquées à l'univers. Leur rencontre se fait dans le cadre académique, lors de conférences et de séminaires où les mathématiques de l'espace-temps et la relativité générale sont discutées. Très vite, ils se rendent compte qu'ils partagent une curiosité intense pour les trous noirs et pensent que les équations d'Einstein révèlent, quand on les pousse jusqu'aux extrêmes. Le point de départ de leur collaboration repose sur une idée qui semblait presque contre-intuitive. À l'époque, les trous noirs étaient encore des objets très théoriques, souvent considérés comme des curiosités mathématiques plutôt que des entités physiques réelles. On savait que les équations de la relativité générale prévoyaient des zones de densité extrême, mais personne ne savait vraiment ce que ça signifiait pour la structure de l'univers. Penrose et Hawking commencent à se poser une question simple mais fondamentale. Est-ce que ces singularités sont des accidents, des anomalies qui disparaissent si on change légèrement les conditions, ou est-ce qu'elles sont inévitables, qu'on le veuille ou non, dans certains contextes cosmiques? C'est là qu'ils élaborent ce qu'on appelle aujourd'hui les théorèmes de singularité. Et attention, ces théorèmes ne sont pas juste des équations compliquées que seuls les spécialistes peuvent lire. C'est un raisonnement profond sur la nature de l'espace et du temps. En gros, ils montrent que si certaines conditions sont réunies, par exemple si une étoile massive s'effondre sous sa propre gravité, ou si l'univers est en expansion après le Big Bang, alors il y a forcément des régions où la densité devient infinie, et où le temps et l'espace s'effondrent. Et ces régions sont ce qu'on appelle les singularités. Pour le dire autrement, il ne s'agit pas d'une exception ou d'un problème dans les calculs. C'est une conséquence inévitable des lois fondamentales de la physique, telles qu'elles existent. Vous vous dites sûrement que c'est pas possible physiquement parlant qu'on ait réellement un endroit où des quantités physiques divergent, malgré le fait que ce soit un théorème, donc un résultat admis et indiscutable en mathématiques. Mais il faut se dire que c'est le cas pour les équations actuelles de la relativité d'Einstein. Hawking et Penrose ont montré que les équations d'Einstein sont incomplètes si on souhaite étudier les singularités. C'est ça que signifie le théorème. D'autres se disent que c'est évident que dans un trou noir, les quantités divergent. Alors oui, aujourd'hui au XXIe siècle, c'est une évidence. Mais à l'époque, beaucoup moins. D'autant plus qu'ils l'ont démontré mathématiquement. Pour revenir au trou noir et aux singularités, et pour rendre ça plus concret, imaginez une étoile beaucoup plus massive que notre Soleil. À la fin de sa vie, elle ne peut plus maintenir sa forme contre sa propre gravité. Elle commence à s'effondrer. Et Penrose et Hawking montrent que peu importe la complexité de la matière à l'intérieur, cet effondrement conduit à un point où la densité et la courbure de l'espace deviennent infinies. C'est le trou noir, dans toute sa rigueur mathématique. Mais le plus fascinant, c'est que ces théorèmes ne s'appliquent pas seulement aux étoiles. Elles s'appliquent aussi à l'univers lui-même. Si on remonte le temps depuis aujourd'hui jusqu'au moment initial, il y a une singularité initiale, le Big Bang. Et c'est une idée bouleversante parce qu'elle relie la naissance de l'univers à la même logique qui gouverne, l'effondrement d'une étoile. Cette collaboration montre aussi à quel point Penrose et Hawking étaient complémentaires. Penrose apporte une maîtrise exceptionnelle des outils mathématiques et de la topologie, tandis que Hawking est un physicien intuitif, qui sait traduire ses idées abstraites en concepts physiques compréhensibles. Ensemble, ils construisent un pont entre le monde de l'abstraction et celui de l'observation, en posant les bases de tout ce qui suivra dans l'étude des trous noirs et de la cosmologie moderne.
Les conséquences de ces travaux sont gigantesques. Elles changent notre manière de penser l'univers. Avec Penrose et Hawking, les trous noirs étaient parfois vus comme des curiosités exotiques, des solutions mathématiques bizarres. Après eux, les trous noirs deviennent des objets physiques réels, avec des propriétés prévisibles et universelles. Leur travail montre aussi que l'univers a un début. Il y a une origine où les lois telles qu'on les connaît ne s'appliquent plus, et qu'il existe des limites absolues à ce que la physique classique peut décrire. Ça ouvre la voie à toute une nouvelle génération de questions sur la gravité quantique, sur l'information dans les trous noirs, et sur ce qui se passe vraiment dans ces singularités. Mais au-delà de la théorie, cette collaboration a aussi marqué une époque. Elle a montré que les grandes découvertes en physique ne sont pas seulement une affaire de génie individuel isolé, mais qu'elles naissaient de dialogues intenses, de confrontations d'idées, d'échanges qui poussent chacun à aller plus loin. Penrose et Hawking, chacun dans leur style, ont réussi à transformer des problèmes abstraits en vérités fondamentales sur l'univers. Et cette combinaison d'intuition, de rigueur mathématique et de curiosité sans limite est ce qui rend leur collaboration si emblématique. Bon, on va rentrer dans les détails pour quelques découvertes ou théorisations de Penrose. Quand on parle de trous noirs aujourd'hui, on imagine souvent des objets cosmiques effrayants, aspirant tout sur leur passage des étoiles ou de la lumière, un peu comme des aspirateurs géants de l'espace. Mais dans les années 60, ce n'était pas si clair. On savait que les équations de la relativité générale d'Einstein prévoyaient des effondrements gravitationnels très intenses, mais personne ne savait si ces trous noirs étaient réels, ni comment les décrire de manière rigoureuse. Mais pour revenir au théorème de la singularité de Penrose, il nous dit rigoureusement que l'effondrement gravitationnel en une singularité est inévitable dès qu'il existe une surface piégée. Et du coup, qu'est-ce qu'une surface piégée ? Une surface piégée, c'est un concept assez simple dans l'idée, mais révolutionnaire dans l'application. C'est une zone où la gravité empêche tous les rayons lumineux de s'échapper, même sans symétrie du système. Pour simplifier, imaginez une sphère autour d'un objet, c'est-à-dire une sorte de coquille qui enveloppe un objet, mais sans être en contact. Normalement, la lumière émise à partir de cette coquille peut s'échapper, dans toutes les directions. Mais Penrose se demande, que se passerait-il si cette lumière, peu importe la direction dans laquelle elle part, se retrouvait forcée de converger vers l'intérieur, incapable de s'échapper? Cette coquille devient alors une surface piégée. C'est comme si vous aviez un ballon dont toute la surface est recouverte d'une grille invisible qui empêche la lumière de sortir. Cette idée a permis de formaliser le concept d'horizon des événements, la frontière d'un trou noir. Et au lieu de se perdre dans des équations impossibles à visualiser, Penrose donne un outil conceptuel clair pour identifier la zone où l'effondrement gravitationnel devient irréversible. Avec cette notion, il peut montrer quelque chose de stupéfiant. Si une étoile s'effondre suffisamment, si la gravité est assez forte et que la matière se comporte normalement, alors la formation d'une singularité au centre devient inévitable. Ce n'est pas un accident ou une curiosité des équations. La physique elle-même impose cette issue. La singularité, c'est le point où la densité devient infinie, où l'espace et le temps, tels qu'on les connaît, cessent d'exister. Penrose démontre donc que l'effondrement gravitationnel n'est pas seulement possible, il est inévitable. C'est une avancée énorme parce qu'avant ça, on pouvait toujours imaginer que quelque chose empêchait les trous noirs de se former. Désormais, ils deviennent une conséquence naturelle des lois de la relativité générale. Les implications pour la physique relativiste et l'astrophysique sont monumentales. Ça signifie que les trous noirs sont plus qu'une curiosité théorique. Ce sont des objets physiques réels que l'univers doit produire dans certaines conditions. Ça ouvre la porte à comprendre la dynamique des galaxies, la formation des étoiles massives, et même le comportement ultime de l'espace-temps en conditions extrêmes. Les trous noirs deviennent alors des laboratoires naturels pour tester la relativité générale dans ses limites les plus extrêmes. Et c'est là que Penrose introduit un autre outil clé, le diagramme de Penrose. On en a rapidement parlé plus tôt dans la vidéo, mais c'est quelque chose d'assez important et novateur. Donc, on va voir ce que c'est. Là encore, c'est une idée géniale mais inaccessible. L'espace-temps de Minkowski est régi par la métrique de Minkowski, qui est un espace-temps plat. C'est assez facile à se le représenter. Il suffit d'imaginer une grille en 3D comme un Rubik's Cube, mais sans les faces colorées.
Mais l'espace-temps de Schwarzschild, décrit par la métrique de Schwarzschild, est plus compliqué. Vous vous dites que cet espace-temps est facile à se représenter car on a des visualisations comme celle-ci. Mais cette représentation, bien que visuelle, est fausse car elle est en 2D et la courbure de l'espace-temps est inexacte. Ce qui signifie que l'espace-temps autour d'un trou noir est difficile à visualiser parce que tout devient courbé, étiré, compressé. Penrose propose de mapper ou cartographier cet espace-temps en utilisant une projection particulière qui condense l'infini et permet de voir d'un seul coup d'œil les trajectoires de la lumière et de la matière autour d'un trou noir. Alors bien sûr, au premier abord, ça semble incompréhensible si on n'a jamais étudié ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce diagramme, l'infini ne s'étire plus à l'infini. Il est condensé de façon à ce qu'on puisse comprendre comment les lignes de l'espace et du temps se comportent près de la singularité. C'est comme prendre une carte gigantesque et la plier pour voir tout un continent d'un seul regard. Grâce à ce diagramme, il devient alors possible de prévoir les chemins que suivront les photons, les étoiles ou même les particules théoriques, et de comprendre la structure causale de l'espace-temps, à l'intérieur et autour des trous noirs. Donc oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut étudier ce qu'il se passe dans un trou noir, parce que la singularité ne se trouve pas au niveau de l'horizon, mais au centre. Et ce qui est fascinant, c'est que ces travaux ne restent pas confinés à l'astronomie. Ils ont des répercussions sur toute la physique théorique. La notion de surface piégée, la démonstration de la formation inévitable de singularité et les diagrammes de Penrose ont permis de conceptualiser des idées comme l'information dans les trous noirs, les horizons et les limites de la relativité générale, et même de poser les bases pour des théories plus avancées comme la gravité quantique. C'est une manière de dire que l'univers, même dans ses extrêmes, les plus inaccessibles, suit des règles claires que l'on peut commencer à comprendre. Penrose a transformé ce qui semblait abstrait et presque mystique en un ensemble d'outils concrets et visuels. Il a rendu visible l'invisible, intelligible l'incompréhensible, et a donné aux astrophysiciens et aux mathématiciens un langage pour parler des trous noirs, pour les étudier et surtout pour prévoir leur comportement dans le cosmos. Au-delà de ce pourquoi il est connu avec ses travaux pour les trous noirs, il a aussi travaillé sur d'autres thématiques. L'une de ses idées les plus audacieuses, c'est ce qu'il appelle la gravitation quantique objective. L'idée, très rapidement, c'est de se demander si le processus de réduction de l'état quantique, ce moment où une particule décide de son sort, ne serait pas influencé par la gravité elle-même. Alors, imaginez. Normalement, on considère la gravité comme une force qui agit sur les planètes, sur les étoiles et sur tout ce qui a une masse. Mais Penrose se dit que peut-être, à une échelle microscopique, là où l'espace-temps est extrêmement courbé et que la physique quantique règne, la gravité pourrait jouer un rôle dans le choix qu'une particule fait entre plusieurs états possibles. C'est une idée qui bouscule complètement la façon classique de voir le monde quantique, parce qu'elle suggère qu'il existe un lien direct entre la structure même de l'espace-temps et l'apparition de résultats définis dans le monde quantique. Et Penrose ne s'arrête pas là. Il pousse l'idée encore plus loin en se demandant si ce mécanisme pourrait avoir quelque chose à voir avec la conscience. Oui, la conscience humaine. Il s'associe alors avec Stuart Amroth, un anesthésiste américain, et ensemble, ils avancent une hypothèse radicale. Certaines structures microscopiques dans le cerveau, appelées microtubules, pourraient être le siège d'effets quantiques cohérents. En gros, l'idée est que la conscience ne serait pas juste le résultat de circuits électriques classiques dans le cerveau, mais pourrait émerger de processus quantiques influencés par la gravité. C'est comme dire que la pensée, le ressenti, la prise de décision pourraient être liés à des effets physiques extrêmement fondamentaux, ceux qui régissent la matière et l'espace-temps eux-mêmes. Bien sûr, c'est pas une théorie facile à avaler pour beaucoup de scientifiques. La majorité des chercheurs dans le domaine de la physique ou des neurosciences restent très prudents, parfois sceptiques. Les arguments de Penrose sont solides sur le plan théorique, mais difficiles à tester expérimentalement. Comment observer un effet quantique dans un cerveau en fonctionnement sans perturber le système lui-même? Comment vérifier si la gravité influence vraiment la conscience? C'est presque impossible avec les outils actuels. Certains trouvent ces idées fascinantes, d'autres les considèrent comme trop spéculatives, voire borderline. Mais c'est justement ce qui fait le génie de Penrose.
Il ose poser des questions que personne n'ose poser. Et il montre que la science n'est pas seulement un empilement de résultats expérimentaux, mais aussi un espace de réflexion, d'imagination et d'exploration intellectuelle. Et ce qui est fascinant, c'est que ces idées ont déclenché un débat immense et continuent de le faire. On parle aujourd'hui encore de gravitation quantique objective, dans des publications, des cohérences, et certains groupes tentent de tester des aspects de la théorie. Même si personne n'a encore confirmé ou infirmé de manière définitive ces hypothèses, elles ont ouvert un champ de réflexion inédit sur les liens possibles entre la physique fondamentale et la cognition. Penrose a ainsi réussi à franchir la frontière entre mathématiques, physique et philosophie, et a proposé que notre compréhension de l'univers pourrait être intimement liée à notre compréhension de nous-mêmes. Il y a donc un paradoxe fascinant chez Penrose. D'un côté, il est l'un des mathématiciens et physiciens les plus rigoureux et respectés au monde, capable de démontrer des résultats complexes sur les trous noirs et les singularités. De l'autre, il imagine les hypothèses les plus spéculatives, prêt à relier la gravité à la conscience, ou à imaginer des structures invisibles qui orchestreraient nos pensées. Et c'est ce mélange entre rigueur scientifique et audace conceptuelle qui lui donne ce statut unique. Quelqu'un qui ne se contente pas de regarder l'univers tel qu'il est, mais qui imagine aussi ce qu'il pourrait être à des niveaux que nous n'avons jamais encore touchés. Maintenant, on va parler d'un autre aspect fascinant de Roger Penrose. Quelque chose qui sort complètement du cadre de la relativité générale et des trous noirs, et qui montre à quel point son esprit pouvait être à la fois rigoureux et créatif. Les fameux carreaux de Penrose et la géométrie quasi-périodique. Ce travail-là, il ne concerne pas directement l'espace-temps, ni les étoiles, mais il est tout aussi profond et spectaculaire dans les mondes des mathématiques et de la physique. Les carreaux de Penrose, ou les pavages non périodiques, c'est quelque chose de complètement contre-intuitif quand on y pense. Si vous regardez le sol de votre maison, la plupart des carreaux sont organisés en motifs répétés. Vous avez un carré qui se répète, un hexagone qui se répète, un triangle qui se répète. C'est ce qu'on appelle un pavage périodique. C'est simple, clair et répétitif. Penrose, lui, se demande si on pouvait créer un pavage qui remplisse tout le plan, mais sans jamais se répéter exactement. Un pavage où chaque motif est unique, mais où tout s'emboîte parfaitement, sans laisser de trous. C'est exactement ce qu'il fait. Il invente ces formes géométriques qui s'imbriquent de manière parfaitement cohérente, mais qui n'ont pas de périodicité. Chaque section que vous regardez est différente de la précédente. Et pourtant, tout tient ensemble. C'est fascinant parce que ça montre qu'on peut avoir de l'ordre et de la structure sans répétition régulière. Et ce n'est pas qu'un joli casse-tête mathématique. Ces pavages ont des implications beaucoup plus larges. En mathématiques, ils permettent d'explorer des concepts liés à la symétrie, à la topologie et à la combinatoire. Ils montrent que la notion d'ordre n'est pas forcément liée à la répétition, et que l'univers mathématique est bien plus riche que ce que l'on pourrait imaginer. Dans la science des matériaux, ces pavages non périodiques ont même trouvé des applications concrètes. Dans les années 1980, des chercheurs découvrent des structures cristallines appelées quasi-cristaux, qui ressemblent exactement aux pavages de Penrose. Ces matériaux ont des propriétés physiques surprenantes, comme une rigidité exceptionnelle ou des motifs qui défient la symétrie classique des cristaux. Penrose avait anticipé un peu ce que la nature allait produire spontanément. Et ça montre à quel point les mathématiques pures peuvent parfois devancer la physique expérimentale. Et puis bien sûr, les carreaux de Penrose ne sont pas restés confinés au laboratoire ou au manuel de mathématiques. Ils ont pénétré la culture populaire et l'art. On les retrouve dans des œuvres visuelles, des mosaïques, des architectures, des illustrations, parce qu'ils ont un côté hypnotique, presque magique. Chaque motif attire l'œil. Il y a un équilibre subtil entre familiarité et étrangeté. Un rythme sans répétition qui fascine naturellement. Les artistes et designers s'en sont emparés pour créer des motifs uniques. Et les architectes les utilisent parfois pour des sols ou des façades parce que ça donne une impression de complexité infinie tout en restant harmonieux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce travail, Penrose combine sa rigueur mathématique avec un sens de l'esthétique presque intuitif. Il crée quelque chose de beau, mais ce n'était pas de l'art gratuit.
Chaque ligne, chaque forme a un sens mathématique profond. C'est une démonstration éclatante que la créativité scientifique et artistique ne sont pas séparées et que l'exploration d'idées abstraites peuvent avoir des répercussions concrètes dans le monde réel, qu'il s'agisse de matériaux physiques ou de motifs visuels. Et sans le vouloir, c'est un bel hommage à ses parents à travers ses recherches sur les pavages quasi-périodiques. Et ce qui est incroyable, c'est que même aujourd'hui, ces pavages continuent d'inspirer et de surprendre. Ils sont étudiés, ils sont utilisés, ils fascinent encore. Et c'est une preuve que le travail de Penrose ne se limite pas à son époque ou à son domaine. Ses idées sont vivantes, elles voyagent, elles touchent les mathématiques, la physique, la chimie, l'art, et notre conception même de l'ordre et de la structure de l'univers. Des prix sont même annoncés pour ceux qui arrivent à effectuer des pavages apériodiques avec des contraintes particulières sur les motifs. Et ce n'est pas réservé qu'aux mathématiciens. Tout le monde peut y participer. Maintenant, on entre dans l'une des idées les plus ambitieuses et les plus discutées de Roger Penrose. Sa cosmologie cyclique conforme. C'est une hypothèse audacieuse qui touche directement à la manière dont on imagine l'histoire de l'univers, son passé lointain, son avenir et même sa structure globale. Là, on quitte les terrains connus de la relativité générale ou des pavages géométriques pour plonger dans une vision radicalement différente de ce qu'est le cosmos. Une vision qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui a le mérite d'ouvrir des horizons nouveaux. Alors qu'est-ce que cette idée de cosmologie cyclique conforme ? Dans le modèle habituel, celui qu'on enseigne dans le cours de cosmologie, l'univers commence avec le Big Bang. Il se dilate, il évolue, il forme les étoiles, les galaxies, et selon la quantité d'énergie noire et de densité de matière, il peut soit continuer à s'étendre pour toujours, soit ralentir et éventuellement se contracter, ou encore tendre vers une expansion accélérée qui l'amène à une sorte de mort thermique. C'est le scénario standard, celui sur lequel travaille la majorité des cosmologistes aujourd'hui. Penrose, lui, propose autre chose. Il imagine que l'univers ne vit pas une seule fois, mais qu'il fonctionne en cycle. Chaque cycle commence par un Big Bang, puis suit son évolution et finit par une expansion infinie, qui se transforme, dans une certaine façon, en un nouveau Big Bang. Et ce passage d'un cycle à l'autre repose sur une idée de clé, la notion de conforme. Ce mot un peu technique vient de la géométrie et de la relativité. Et il signifie que l'on ne s'intéresse pas aux distances absolues, mais seulement aux angles et aux formes générales. Penrose remarque qu'à deux extrêmes du temps, l'univers devient conforme. Au moment du Big Bang, la densité d'énergie est énorme. Les particules sont sans masse effective et se déplacent à la vitesse de la lumière. À l'autre extrême, quand l'univers est immensément dilaté et que les particules massives se sont désintégrées ou ont disparu, il ne reste aussi que des photons et peut-être des gravitons, qui eux aussi n'ont pas de masse. Dans les deux cas, le temps et les échelles de longueur perdent leur sens absolu, et l'univers peut être redessiné dans un cadre conforme qui rend ces deux situations équivalentes. En clair, la fin d'un univers infini ressemble mathématiquement au début d'un autre. Cette idée, elle est incroyable. Elle permet d'imaginer que le Big Bang n'est pas une origine absolue, mais la continuation d'un cycle précédent. Chaque éon, comme Penrose les appelle, correspond à un univers entier qui vit, évolue, puis se dilue dans une immensité presque vide avant de se transformer en l'éon suivant. Et selon lui, ce processus se répète indéfiniment, sans début ni fin. C'est une vision qui bouscule notre intuition parce qu'on a tendance à voir le Big Bang comme une singularité unique, le commencement de tout. Ici, ce n'est plus un commencement, c'est juste une transition. Pour appuyer son modèle, Penrose avance plusieurs arguments théoriques. Le premier, c'est qu'il trouve insatisfaisant le modèle standard, quand il s'agit de décrire la singularité du Big Bang. Dans la relativité générale, le Big Bang apparaît comme un mur, un point où toutes les équations explosent. La cosmologie cyclique conforme contourne ce problème en disant que ce mur est en fait relié au futur d'un univers précédent. Un autre argument, c'est que son modèle offre une explication alternative à certains phénomènes que le modèle standard traite avec l'inflation cosmique. Dans le modèle standard, l'inflation est cette phase d'expansion ultra rapide juste après le Big Bang, inventée pour expliquer pourquoi l'univers est si homogène et isotrope à grande échelle, et pourquoi la courbure semble si faible. Penrose n'aime pas cette idée d'inflation.
qu'il trouve artificielle, trop bricolée. Sa vision cyclique permet selon lui de rendre complètement cette homogénéité sans avoir besoin de rajouter une phase spéciale. Il ne s'arrête pas aux arguments théoriques. Penrose va jusqu'à dire qu'on peut peut-être trouver des indices observationnels de ces cycles passés dans le rayonnement fossile, ce fameux fond diffus cosmologique. Il a proposé que certaines zones circulaires dans la carte du rayonnement fossile pourraient être la trace de collision de trous noirs supermassifs appartenant à l'éon précédent, des événements cataclysmiques qui auraient laissé une empreinte visible jusque dans notre univers actuel. Ces cercles concentriques, ils les appellent les signatures des univers d'avant. Des équipes ont cherché ces traces dans les données de Planck, WMAP, et Penrose lui-même affirme en avoir trouvé des indices, même si la majorité de la communauté scientifique reste très sceptique sur la robustesse de ces résultats. Et c'est justement là que les débats deviennent passionnants. Du côté des partisans du modèle standard, la réaction est souvent très critique. Beaucoup estiment que la cosmologie cyclique conforme n'a pas de base observationnelle solide, et que ces arguments restent trop spéculatifs. L'inflation, même si elle pose des équations théoriques, fonctionne extrêmement bien pour rendre compte des observations actuelles, notamment du spectre des fluctuations du fond diffus. D'autres disent que ces cercles, identifiés par Penrose dans le rayonnement fossile, ne sont pas statistiquement significatifs, qu'ils peuvent être expliqués par du simple bruit aléatoire. Mais en même temps, même les opposants reconnaissent que l'idée est élégante et stimulante. Elle oblige à penser autrement le rapport entre passé et futur, entre la naissance et la fin de l'univers. Elle forge la communauté à envisager des alternatives au dogme inflationnaire et à se demander si on n'est pas passé à côté d'autres possibilités. Et même si la cosmologie cyclique conforme n'était pas la bonne description du cosmos, elle a le mérite de poser des questions fondamentales. Qu'est-ce que le temps ? Est-ce que l'univers a une véritable origine ? Est-ce qu'il existe une frontière absolue entre le début et la fin ? Ou bien est-ce que tout est cyclique comme un éternel recommencement ? En fin de compte, la cosmologie cyclique reste une proposition controversée critiquée, souvent rejetée mais jamais ignorée. C'est un peu comme le destin des grandes hypothèses audacieuses. Elles dérangent, elles provoquent des discussions et parfois, elles ouvrent la voie à des idées nouvelles, même si elles ne s'imposent pas directement. Et pour Penrose, c'est presque naturel d'avancer ce genre de vision. Lui qui n'a jamais hésité à sortir des sentiers battus, à critiquer les dogmes établis et à chercher des explications plus profondes. Il ne pouvait pas se contenter d'un univers unique et figé. Avec sa cosmologie cyclique, il propose une autre façon de voir le cosmos. Une façon qui, même si elle n'est pas acceptée par tous, force chacun à repenser les fondations de la cosmologie moderne. Très bien, on arrive à un moment important dans la vie de Roger Penrose, son prix Nobel. Ce qui est particulier, c'est que cette reconnaissance est venue très tard, presque comme un couronnement final, alors que ses idées circulaient depuis des décennies. On pourrait dire que c'est ce genre de destin réservé aux esprits qui dérangent, un peu. Ceux qui osent aller plus loin que ce que le consensus accepte à un moment donné. Le Nobel lui a été attribué en 2020 pour ses travaux théoriques sur la formation des trous noirs. L'annonce officielle disait en substance que Penrose avait démontré, grâce à ses outils mathématiques et à ses théorèmes, que la formation des trous noirs était une conséquence inévitable de la relativité générale d'Einstein, et non une curiosité exotique ou un effet marginal. C'est un détail important. Avant lui, même si les équations d'Einstein laissaient penser que les objets aussi étranges que les trous noirs pouvaient exister, beaucoup de physiciens doutaient encore que ce soit réellement possible dans notre univers. Certains pensaient que ce n'était qu'un artifice mathématique, une sorte de singularité sans réalité physique. Penrose a apporté une rigueur implacable à ce problème, en prouvant que, sous des conditions assez générales, l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive conduit nécessairement à une singularité protégée par un horizon des événements. Autrement dit, un trou noir. On voit bien l'importance de ce résultat. Il transforme une idée un peu marginale en une certitude physique. Sans ça, il est probable que la communauté scientifique aurait mis beaucoup plus de temps à accepter l'existence réelle des trous noirs. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ces objets sont devenus presque populaires. Ils apparaissent dans les médias, dans les films. On a des images comme celle du trou noir de M87 capté par l'Event Horizon Telescope. Mais si l'on remonte 50 ou 60 années en arrière, les trous noirs étaient presque des fantômes théoriques. Penrose a été l'un de ceux qui les ont rendus incontournables. Mais ce qui surprend, c'est le délai.
Ses principaux résultats datent de la fin des années 1960. Et pourtant, il a fallu attendre plus d'un demi-siècle pour que le prix Nobel vienne récompenser ce travail. C'est en partie lié au fonctionnement même du prix Nobel, qui a souvent tendance à privilégier les découvertes confirmées par des observations directes. Mais pour les trous noirs, les preuves observationnelles solides n'ont vraiment émergé que beaucoup plus tard. On a d'abord eu des indices indirects avec les systèmes binaires X, où une étoile semble tourner autour d'un compagnon invisible. Puis les observations de Sagittarius à étoile au centre de notre galaxie. Et enfin, la révolution des ondes gravitationnelles avec LIGO et Virgo. Tout ça a fini par convaincre définitivement la communauté que les trous noirs ne sont pas de simples abstractions. Le Nobel pouvait alors être attribué sans risque de controverse majeure. Du point de vue de la réception publique, cette attribution a été largement saluée. Penrose est une figure respectée, un esprit brillant et original. Et beaucoup ont vu dans ce prix une juste récompense d'une carrière hors norme. Pour le grand public, c'était aussi l'occasion de mettre en avant les trous noirs, ces objets fascinants qui captivent l'imagination. Mais il y a aussi eu des voix qui ont souligné que cette reconnaissance arrivait bien tard, presque trop tard. Penrose avait 89 ans au moment de recevoir le prix, qui est exceptionnellement tardif. Certains ont vu là une illustration de la lenteur avec laquelle certaines idées révolutionnaires sont acceptées par les institutions scientifiques. Et du côté personnel, Penrose a réagi avec une modestie qui lui est habituelle. Dans ses interviews, il ne s'est pas lancé dans un grand discours élogieux. Il a simplement exprimé une certaine satisfaction tout en insistant sur le fait que ses travaux étaient le fruit d'une longue tradition qui remonte à Einstein et à d'autres pionniers de la relativité. On sent chez lui une fierté calme, mais pas une volonté de revanche. Il n'a jamais cherché à se poser en martyr ignoré, même si, objectivement, il a souvent été en avance sur son temps. Penrose n'est pas un scientifique qui a construit sa réputation sur une seule idée. Ses œuvres proviennent de multiples travaux. La relativité, les trous noirs, la cosmologie cyclique, la conscience, les pavas géométriques, la géométrie conforme. On a rarement un esprit aussi créatif et aussi divers. Le Nobel, en choisissant de le récompenser uniquement pour les trous noirs, ne rend pas justice à toute la richesse de son travail. Mais il souligne un aspect central, sa capacité à transformer une intuition théorique en un résultat solide, au point de changer durablement le paysage de la physique. Et en même temps, ce prix ne fait pas oublier que Penrose reste un chercheur controversé sur bien d'autres terrains. Ses idées sur la conscience ou sur la cosmologie cyclique ne font pas l'unanimité, loin de là. Mais il y a une ironie dans cette distinction, parce que ce sont précisément ces deux aspects qui font sa force. Penrose n'est pas seulement un mathématicien rigoureux, c'est aussi un esprit libre, capable d'imaginer d'autres chemins, là où les autres se contentent de suivre la route tracée. Dans les dernières années de sa vie de scientifique, Roger Penrose n'a jamais donné l'impression de ralentir vraiment. Bien sûr, il avait le même rythme que lorsqu'il était un jeune chercheur, mais son esprit est resté d'une vivacité impressionnante. À presque 90 ans, il continue à s'intéresser à des questions qui font reculer la frontière de la connaissance. Et ce qui est fou, c'est que contrairement à beaucoup de savants qui finissent par se concentrer sur des détails ou sur des applications pratiques, lui restait tourné vers les grandes questions, celles qui paraissent parfois presque trop vastes pour qu'un seul esprit puisse les saisir. Il s'est beaucoup investi, par exemple, dans l'élaboration et la diffusion de son modèle de cosmologie cyclique conforme. On pourrait croire qu'avec l'âge, il aurait mis ce projet de côté, puisque la majorité de la communauté scientifique ne le suit pas vraiment sur cette voie. Mais non, Penrose continue à développer des arguments, à chercher des indices observationnels et surtout à représenter son idée avec une conviction qui forçait le respect. On le voyait encore participer à des conférences, parfois en présentiel, parfois en visioconférence, où il exposait ses intuitions avec son mélange caractéristique de rigueur et d'imagination. Les chercheurs plus jeunes le regardaient souvent avec une admiration et un peu de scepticisme. Mais il avait ce talent rare de capter l'attention, même quand on n'était pas convaincu par ses conclusions. Sa participation aux conférences restait d'ailleurs très particulière. Il n'était pas de ceux qui ont fait des présentations hyper préparées avec des slides parfaites et des graphiques sophistiqués. Il préférait souvent dessiner, expliquer à la main levée, revenir sur des raisonnements mathématiques.
Et ce côté un peu artisanal donnait un charme unique à ses interventions. On sentait que, pour lui, l'important n'était pas de convaincre à tout prix, mais de partager une manière de voir. Il invitait les autres à réfléchir avec lui, plutôt qu'à simplement accepter son discours. Quand on l'écoutait parler de l'avenir de la physique fondamentale, ce qui frappait, c'était son optimisme. Malgré toutes les difficultés, malgré les blocages institutionnels ou les limites technologiques, il croyait profondément que nous sommes qu'au début de notre compréhension du réel. Il insistait souvent sur le fait que les grandes révolutions scientifiques ne viennent jamais d'un simple ajustement, mais d'un changement de perspective radicale. Einstein en avait été l'exemple, en renversant les institutions classiques. Pour lui, il était presque certain que la prochaine grande étape de la physique passerait par une idée du même ordre, une vision nouvelle capable de réconcilier les lois de l'infiniment petit avec celles de l'infiniment grand. Ce qui le distinguait des autres, c'était son rapport très particulier à l'institution. Penrose ne croyait pas seulement au calcul et aux preuves formelles, même s'il avait un respect immense pour la rigueur mathématique. Il considérait que l'intuition joue un rôle fondamental, surtout dans les domaines où la théorie n'est pas encore stabilisée, mais une sorte de boussole intérieure qui permet de pressentir les structures profondes avant même de les démontrer. Et ensuite, une fois que cette intuition est claire, venait le moment d'appliquer les outils mathématiques pour voir si elles pouvaient tenir face à la rigueur des équations. C'est d'ailleurs ce mélange entre imagination et mathématiques qui a toujours marqué son style. Là où certains physiciens se contentent de manipuler les symboles, lui cherchait à voir des formes derrière les équations. C'est ce qui l'a conduit, par exemple, à inventer les nouveaux outils de géométrie comme les twisters. Alors rien à voir avec le jeu, mais là je ne saurais pas trop vous expliquer ce que c'est. Et même dans ces dernières années, il continue à demander si la clé des mystères, de la gravité quantique ou de l'origine de la conscience ne résidait pas justement dans un nouvel outil de ce type. Quelque chose qui permette de regarder la réalité sous un autre angle. Son attitude face à la recherche était aussi un message implicite sur les générations futures. Il montrait que la science n'est pas seulement une affaire de calcul complexe ou de grandes machines expérimentales, mais aussi une aventure humaine faite de curiosité, de persévérance et parfois même de courage. Il n'hésitait pas à dire que les jeunes chercheurs devaient garder une part d'audace, ne pas se laisser enfermer dans les modes ou les sentiers balisés. Pour lui, la physique fondamentale avait besoin de gens capables de rêver grand, sans avoir peur d'être minoritaires au départ. Et si on regarde son parcours, jusque dans ses derniers instants de chercheur actif, ce qui ressort, c'est cette cohérence. L'idée que la science n'est jamais finie, que chaque réponse soulève de nouvelles questions, et que la vraie grandeur d'un scientifique n'est pas d'avoir raison tout le temps, mais d'ouvrir des chemins que d'autres exploreront peut-être un jour. Penrose, même âgé, continuait à tracer de tels chemins. Il savait que certains resteraient peut-être des impasses, mais il croyait aussi que parmi ses intuitions, certaines pourraient inspirer les découvertes de demain. Alors, pour conclure, il faut prendre un pas de recul et regarder l'ensemble du parcours de Roger Penrose, comme une sorte de trajectoire intellectuelle. Quand on observe son cheminement, ce qui saute aux yeux, c'est qu'il ne s'est jamais contenté de suivre le courant dominant. Il a toujours cherché à poser les questions différemment, à regarder là où les autres détournaient le regard, et à prendre au sérieux des pistes que beaucoup considéraient trop spéculatives ou trop abstraites. Sa vie scientifique, c'est un mélange de persévérance, de curiosité et d'audace. Il a construit une œuvre qui relie à la fois la physique, les mathématiques, la cosmologie et même la philosophie. Ce n'est pas si courant qu'un chercheur réussisse à se tenir à la croisée de tant de disciplines sans jamais perdre en profondeur. Son influence sur la cosmologie est majeure, notamment avec son travail sur la nature des singularités et la formation des trous noirs. C'est en grande partie grâce à ces démonstrations rigoureuses que l'existence de ces objets, autrefois vus comme des curiosités théoriques, est devenue un fait accepté de la science moderne. Mais Penrose ne s'est jamais limité à ça. Il a ouvert de perspectives inédites sur l'origine et le destin de l'univers avec sa cosmologie cyclique conforme. Même si cette hypothèse reste débattue, elle a le mérite d'avoir élargi le champ des possibles et d'avoir rappelé que le Big Bang n'est pas forcément la frontière ultime de notre compréhension. Dans la physique mathématique, son apport est encore plus important. Avec les twisters, par exemple, il a offert aux chercheurs un nouvel outil qui, même des décennies plus tard, continue d'inspirer des travaux en théorie quantique et en géométrie.
Pour finir, l'héritage de Penrose n'est pas seulement une collection de résultats précis, aussi important qu'ils soient. C'est surtout une attitude face à la connaissance. Ne jamais se satisfaire des explications établies. Cultiver l'intuition autant que la rigueur. Et avoir le courage d'explorer ce qui semble improbable. Son parcours nous rappelle que la science est une aventure sans fin, où chaque réponse nous approche d'un mystère encore plus grand. Et c'est sans doute dans cette tension permanente entre ce que l'on comprend et ce qui nous échappe que réside la véritable richesse de son héritage. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets un autre portrait juste ici, si jamais vous souhaitez poursuivre les portraits. Sinon, je vous mets une vidéo sur l'axe du mal, quelque chose qu'on ne comprend pas et que personne ne comprend dans notre univers. Vous allez voir, c'est fascinant. Et j'espère que ça vous plaira. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Zebrolos. À bientôt.